On va commencer tout de suite par bien cadrer le périmètre. 30 minutes, vous imaginez bien, c'est beaucoup trop court pour vous présenter l'ensemble des possibilités de la réalité augmentée. Simplement, l'ambition de cette présentation, c'est allez, de faire un tour assez rapide pour préciser ce que c'est, peut-être quelquefois ce que ce n'est pas, s'appuyer sur pas mal d'exemples dans des domaines assez différents, en particulier la moitié industrielle et la moitié plus grand public, on va dire, fortement tournée autour du marketing et de la communication. Et ensuite, voir en deux, trois éléments quelles sont les bonnes pratiques, on va dire, même si ce sera rapidement passé, mais en tout cas, les points cruciaux d'un développement de projet en réalité augmentée. Donc juste avant de commencer, je vais quand même préciser qui je suis. Donc je suis Grégory Maubon, je suis consultant en réalité augmentée depuis janvier 2014 à plein temps. Je travaille depuis, on va dire, 7 à 8 ans dans la réalité augmentée en ayant fondé en particulier, enfin cofondé RA Pro en 2010. Et avec cette association et mon activité, j'accompagne principalement des entreprises, des institutions et puis des porteurs de projets aussi sur la compréhension de la technologie, sur l'adéquation avec les besoins et souvent sur la mise en pratique de, de cette techno au sein d'une entreprise. Le programme en 30 minutes, il est relativement simple. On va définir, comme je vous ai dit, qu'est-ce que c'est la réalité augmentée, alors aussi bien qu'on puisse le faire. On va revoir rapidement, au-delà de qu'est-ce que c'est le comment ça marche, en particulier les éléments indispensables pour amener des expériences. Et puis on va avoir un gros morceau sur les exemples qui aujourd'hui, moi, me paraissent assez significatifs de l'intérêt de la réalité augmentée pour pas mal de domaines. Donc, on commence par attaquer dans le dur, on va dire, avec qu'est-ce que c'est. C'est très compliqué de donner une définition unique, même s'il y en a dans les livres et dans les articles de recherche. Il faut bien avoir en tête que la réalité augmentée, c'est d'abord et avant tout un ensemble de technologies qui a pour vocation de vous proposer de voir, entre guillemets, en tout cas de percevoir des éléments numériques, digitaux, vous les appelez comme vous voulez, dans un environnement réel. Alors dit comme ça, c'est un petit peu théorique, mais vous voyez une illustration d'une application de réalité augmentée qui a été publiée par l'US Postal, je crois, il y a quasiment 7 ans, une des premières, qui permettait de choisir la taille d'un paquet pour envoyer un colis. Donc vous voyez très facilement, donc ici c'était à travers l'écran d'un ordinateur, mais vous voyez les principes assez simplement de la réalité augmentée, c'est-à-dire la superposition des données numériques, c'est-à-dire cette image de colis, en tout cas le modèle 3D du colis, sur un environnement réel qui est ici une table et puis l'élément à mettre dans le colis. Tout cela se fait en temps réel, en interactif au sens où si on bouge le marqueur ici, qui est cette feuille de papier, on va avoir un mouvement aussi du modèle 3D. Et donc cette intégration se fait avec un lien entre le virtuel et le réel, qui dans ce cas-là est un papier, en plus exactement un marqueur sur un papier qui est sous le colis, mais on verra d'autres éléments. Donc l'augmentation de la réalité, si on peut dire, passe par la vision. C'est ce qui existe dans 90% des expériences de réalité augmentée, mais ce n'est pas que des images. On peut augmenter tous les sens. C'est pour ça que si on voulait être puriste, on parlerait plutôt de perception augmentée que de réalité. Parce que forcément, la réalité, c'est la réalité, on va le dire comme ça. Par contre, la perception qu'on en a, elle est augmentée par tout un tas d'éléments qui rajoutent des informations au monde réel qu'on perçoit. Donc on a tout un tas de définitions, de technologies aujourd'hui qui ont émergé. Donc juste pour faire un recadrage assez rapide,
On parle beaucoup de réalité augmentée, mais on parle beaucoup de réalité virtuelle ou de d'immersion et de photo et de cinéma 360. Donc on voit qu'on a vraiment des domaines assez différents puisque la réalité augmentée, par essence même, mélange le réel et les éléments numériques, les éléments créés. La réalité virtuelle, elle, a pour vocation de recréer complètement un environnement. Quant à tout ce qui se développe autour de la photo et de la vidéo 360, là on est dans une situation où on capte l'environnement réel et on le remet à disposition, alors dans un casque, dans une salle, dans n'importe quoi, à disposition du public. Et puis depuis quelques temps, vous entendez certainement aussi pas mal parler d'hologrammes. Alors ça a été popularisé avec les HoloLens de Microsoft. Les hologrammes sont une technologie assez différente de la réalité augmentée. On peut faire de la réalité augmentée avec des hologrammes, mais c'est une technologie de projection. Et pour être tout à fait clair, il y a très peu d'hologrammes disponibles, de vrais hologrammes disponibles pour le public. On est souvent sur des, comme vous voyez dans ce cas-là, sur des systèmes de glace semi-transparente et de projection ou de rétroprojection. Donc on l'a dit, quel est le virtuel ou les éléments numériques par rapport au réel? Ça passe par tout un tas de technologies. On peut utiliser, et c'est ce qui a été utilisé depuis le début, on peut utiliser des images comme marqueurs. Là vous avez un des premiers marqueurs, je pense, utilisé par un vieux programme qui s'appelle l'AR Toolkit. L'idée est relativement simple, hein, vous le voyez dans les deux illustrations à gauche. Le programme, l'algorithme qui va vous permettre d'accéder à du contenu augmenté doit caler la place, la position de ce contenu augmenté par rapport au réel. Avec les images, eh bien c'est ce marqueur qui définit le calage entre les deux. Donc ici, on fait apparaître quelque chose au-dessus d'un magazine, et c'est la couverture du magazine qui devient le point de repère pour le programme. Et en dessous, vous avez quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est-à-dire on fait apparaître en surimpression dans la tablette le système de chauffage qui est dans le mur que vous voyez derrière. Et pour caler les deux, et pour que ce soit interactif en temps réel et en 3D, on se sert de ce que vous voyez derrière. L'image en fait que vous voyez est un radiateur qui est habillé avec une image spécifique et qui sert de marqueur. Donc là on est avec des images, on peut aussi travailler avec des volumes, c'est un peu plus récent et pas mal de SDK de réalité augmentée le permettent. Vous voyez quelques exemples ici avec ici le repérage d'un membre qui est fait, si je me souviens bien, à l'aide d'une Kinect. Ici, c'est une expérience qu'on a menée avec une entreprise de Rennes pour repérer des moteurs et afficher leur consommation en temps réel à travers une paire de lunettes. Donc ici, ce qui sert de marqueur, ce n'est pas l'image du moteur, mais c'est le modèle 3D qu'on a fabriqué avant de ce moteur-là. Et puis, un petit peu entre image et volume, on a aussi pas mal d'expériences de réalité augmentée qui se basent sur de la reconnaissance de visage, qui est une technologie assez robuste depuis assez longtemps et qui permet de prendre le visage comme marqueur et d'afficher autour de lui ou sur lui, par exemple pour l'essai de lunettes qu'on verra après, des éléments numériques. Un autre moyen de caler des éléments virtuels, des éléments numériques avec la réalité, c'est d'utiliser tout simplement les coordonnées GPS pour savoir où on est et les capteurs intégrés dans la plupart des appareils mobiles pour savoir où on regarde. Donc, utiliser la boussole, utiliser l'accéléromètre permet de savoir, permet à une tablette de savoir où elle est et dans quelle direction elle regarde. Donc vous voyez ici quelques exemples d'utilisation de ces technologies où on peut soit mettre en surimpression des éléments d'information, soit ici faire apparaître un bâtiment qui n'existe pas, soit dans ce cas-là une utilisation un petit peu plus industrielle, faire apparaître les réseaux qui passent sous les routes ou
sous les rues en prévision de futurs travaux. Donc vous avez, avec ces quelques moyens que je vous ai donnés, les principales manières de faire le lien entre, on va dire, le réel et le virtuel. Il y en a d'autres qui sont en train d'émerger à base de tout un tas de capteurs, mais aujourd'hui encore, très pratiquement, une des manières les plus simples et surtout les plus précises pour faire ce lien reste la captation d'une image qu'on appelle un marqueur qui permet d'être vraiment, vraiment précis. On a vu les capteurs, on a vu le lien entre le virtuel et le réel. On va juste faire un point sur l'ensemble de la chaîne pour mener une expérience de réalité augmentée. Alors ça va être relativement simple, vous allez voir. On va dire qu'il y a 3 éléments dans à peu près toutes les expériences de réalité augmentée, qu'elles soient visuelles ou qu'elles utilisent un autre sens. Et vous avez ces 3 éléments symbolisés sur ce dessin. Donc même si ici on passe par quelque chose qui est une des premiers usages de la réalité augmentée, hein, l'ordinateur, vous allez voir que dans la suite, on revient à peu près toujours à la même chose. Vous avez un système de captation qui permet de capter le monde réel. Alors ici, on a une webcam parce qu'on va travailler dans le visible, mais ça peut être n'importe quel capteur pour avoir une idée de l'environnement. Ce capteur, il va récupérer les données de l'environnement et les transmettre à une unité de calcul, un ordinateur, un mobile, peu importe, qui va se charger, elle, de caler l'environnement capté avec les données augmentées. Ici, dans l'illustration, puis on l'a déjà vu avant, il s'agit de faire le calage avec un marqueur. Et le troisième élément, ici c'est un écran. C'est un système qui permet à l'utilisateur de voir, entre guillemets, le contenu augmenté dans son environnement réel. On restera toujours à peu près sur ces principes-là et on va les décliner à l'infini. Donc vous avez ici des systèmes fixes, type ordinateur ou borne dans un magasin. Donc vous voyez, on peut avoir des systèmes de captation qui sont quand même un peu plus imaginatifs que des simples ordinateurs, puisque dans ce cas-là, la webcam est intégrée dans la lampe et on a un système d'établi où l'idée étant de faire du passage de connaissances entre un maître et un apprenti. On peut voir sur l'écran les éléments qui sont ici, c'est-à-dire des éléments en 3D, des modélisations 3D d'outils et de gestes techniques qui sont reproduits sur l'écran quand la caméra capte ces marqueurs ici. Vous avez ici un système qui est prévu, qui est proposé dans un magasin avec un système Kinect de captation du visage pour reproduire des éléments de maquillage. Vous avez ici des bornes qui sont dans la plupart, je crois, des magasins Lego et qui vous permettent de façon très simple de voir, c'est ce que vous avez ici d'ailleurs, de voir sur l'écran le contenu monté du Lego qu'il y a dans la boîte, tout simplement en présentant la boîte devant la caméra. Vous avez aussi d'autres systèmes qui se mettent en place. Alors on en a parlé un peu. On était beaucoup sur les bornes et les ordinateurs il y a quelques années. Aujourd'hui, la plupart des expériences de réalité augmentée se font à travers des tablettes et des smartphones qui reproduisent exactement les éléments qu'on a vus avant, hein. Il y a toujours une caméra qui capte le monde réel, toujours un écran qui retranscrit, qui permet d'interagir avec l'expérience, et puis la puissance de calcul est intégrée dans le mobile. Depuis quelque temps, vous avez aussi pas mal de prototypes de lunettes, alors prototypes ou alors de lunettes comme les Epson de Movario qui sont déjà en production et qui permettent en gros d'avoir une expérience beaucoup plus naturelle de la réalité augmentée, puisque on va avoir la superposition qu'on voit ici, non pas sur les tablettes au bout de la main, mais directement devant les yeux. Alors aujourd'hui, c'est encore un domaine qui se cherche, les lunettes de réalité augmentée. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais on estime que dans 3 à 4 ans,
on aura des lunettes à peu près légères, on va dire, en tout cas guère plus légères que les lunettes optiques qu'on porte actuellement et qui permettront d'avoir des expériences fluides de réalité augmentée. Et puis une dernière manière d'avoir des expériences de réalité augmentée, c'est la réalité augmentée projetée, qui est quand même plus utilisée aujourd'hui dans l'industrie, on verra quelques exemples après, mais qui permet de manière assez naturelle de s'affranchir justement du problème de la tablette, puisque là, le système de réalité augmentée n'est pas lié à l'utilisateur, il est simplement projeté sur un élément, alors un mur, une pièce d'avion, etc., pour guider l'utilisateur dans son futur geste technique. Donc, on a fait rapidement le tour des techniques et de la façon de faire de la réalité augmentée. Ce que je vous propose maintenant, assez rapidement aussi, en un peu moins de 10 minutes, c'est de voir quelques exemples qui sont relativement porteurs de... Enfin, en tout cas, qui résolvent des besoins exprimés par différents secteurs d'activité. On va commencer de façon très simple par le secteur qui n'est pas industriel, le secteur de la mode et de la beauté qui permet d'avoir des exemples assez intéressants, donc j'en ai parlé un petit peu. L'idée dans ce secteur-là, c'est de pouvoir faire essayer des éléments qui n'existent pas encore, soit parce que le client n'est pas dans le magasin, soit parce que le client est dans le magasin, mais que le magasin n'a pas de stock. Donc aujourd'hui, tout ce qui est essayage virtuel fonctionne relativement bien avec les produits que j'appelle rigides. Donc, vous avez ici des montres, vous avez des lunettes, vous avez un système de maquillage ici. Ça marche aussi pour les bijoux. Le calage entre le réel et le virtuel se fait soit par la position du visage, la reconnaissance du visage, soit par un marqueur qui permet à la montre de se positionner convenablement. Et dans ces cas-là, on a des expériences clients qui sont relativement satisfaisantes et qui permettent réellement de motiver un achat. Le secteur à développer aujourd'hui, c'est plutôt la partie habillement, parce que forcément modéliser une robe ou un habit, c'est un tout petit peu plus compliqué puisque c'est un élément qui n'est pas rigide, et avoir une sensation d'essai avec un mouvement fluide de tissu demande encore pas mal de travail. Mais on voit apparaître quelques cabines. On estime aussi, pareil, que là, il faut encore peut-être 2 ou 3 ans pour avoir des choses vraiment propres dans ce domaine-là. Toujours un petit peu dans la même idée, on a pas mal de catalogues interactifs qui permettent de voir des produits qui n'existent pas. Donc là, c'est juste un exemple, c'est ce qui avait été fait par Citroën au-dessus d'un flyer classique de produits. Vous voyez apparaître la voiture, vous pouvez, en appuyant sur les différentes images, modifier la couleur de la voiture, les jantes, l'habillage interne, etc. Donc vous donnez une idée un peu plus claire de différentes combinaisons de voitures qui ne sont pas directement inscrites dans le catalogue. Et puis surtout, vous pouvez tourner autour et voir proprement, en tout cas de façon plus naturelle, comment est la voiture. L'exemple suivant, c'est le même ordre d'idée, hein, c'est de l'agencement commercial. Alors pour ceux qui sont dans des magasins où c'est un peu la même chose dans des usines, là on est plus sur la PLV. L'idée c'est de dire, je veux positionner, alors là je suis dans un salon de coiffure, je veux positionner une sorte de PLV avec des produits, plutôt que de faire une maquette et de l'amener dans le magasin pour montrer au directeur, j'ai un marqueur que je pose par terre et avec cette application-là, je vais lui montrer virtuellement quelle va être l'image du magasin une fois que j'aurai posé toute la PLV. Et évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut se balader autour, on peut vérifier plusieurs angles de vue, ce qui permet en gros d'avoir une idée déjà de ce qui va être après la mise en place des choses ou de tester plusieurs mises en place pour vérifier ce qui est optimal. On a un peu la même chose dans l'immobilier. Alors ici, je suis désolé, vous voyez un petit peu mal l'image,
mais l'idée, elle est relativement proche de ce qu'on a dit avant, sauf qu'au lieu d'avoir de la PLV, on a une maison. Donc on est en plein milieu d'un champ. Là, le positionnement se fait par GPS, et on pose la future maison là où elle va être vraiment. Et ce que vous voyez ici, c'est la vue de l'extérieur, mais on peut aussi rentrer dans la maison et par exemple, alors là on le voit ici même si c'est un peu petit, se mettre dans la salle de séjour et vérifier qu'à travers les vitres de la future véranda, on a bien le paysage qu'on voulait. Alors celui-là, je ne vais pas insister parce qu'on en a déjà, parlé. Hein. L'idée, c'est de dire, je veux savoir ce qu'il y a dans le mur, donc je le fais en réalité augmentée et je montre aux visiteurs le système de chauffage qu'il y a à l'intérieur du mur. Donc pour les visites, je vais peut-être plutôt insister sur cette partie-là, qu'on a vu une illustration. On a pas mal de réalité augmentée qui se développe dans le tourisme, parce que vous imaginez bien que ça permet de voir des choses qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Dans le cas du château de Celles-sur-Cher, on a, par exemple ici, on le voit un petit peu, on a à partir de marqueurs la possibilité de remettre en place dans les lieux des meubles ou ici des objets qui soit n'existent plus, ont été volés, pillés, vendus ou ne sont pas encore restaurés. Et on a cette possibilité-là, on a la possibilité de recouvrir des murs de tapisserie, pareil, qui n'existent plus, et on a la possibilité, alors là c'est une autre façon de faire, d'animer des visites et de se faire expliquer l'histoire du château par un châtelain qui est mort il y a 300 ou 400 ans. Donc on voit pas mal d'utilisation de la réalité augmentée se développer dans le secteur patrimonial, dans le secteur du tourisme et des musées, justement pour accompagner les visiteurs dans une visite un peu plus interactive et un peu plus adaptée au type de visiteur, puisqu'évidemment, le programme peut être changé en fonction du type de visiteur. Alors, je vais passer sur le jeu parce que pour l'instant, on a peu d'exemples de jeux qui utilisent de la réalité augmentée, mais on sait que dans quelques années, un certain nombre de jeux, soit de parcs d'attractions, soit de jeux grand public, pourront utiliser de la réalité augmentée pour définir, par exemple, un champ de la vie de tous les jours, je vais le dire comme ça, la ville dans laquelle on vit, comme un immense terrain de jeu. Donc voici on a parlé assez rapidement de la réalité augmentée dans ces domaines-là, mais le but, encore une fois, ce n'est pas d'aller dans le détail, mais plutôt de survoler un peu les possibilités. Je vais vous donner quelques exemples aussi dans l'industrie, alors qui vont être relativement succincts parce que, comme vous voyez, il y a beaucoup d'usages qui existent dans l'industrie. À partir du moment où vous avez besoin sur le terrain d'accéder à des données, et surtout à des données contextualisées pour toutes ces opérations-là, la réalité augmentée peut vous être d'un grand secours. Donc, assez rapidement, on va balayer quelques exemples. Un des premiers exemples, c'est sur la construction. C'est avant de construire une usine, un hangar, quelque chose, à partir des plans 3D qu'on a de toute façon, avec de la réalité augmentée, il est relativement facile de faire de la mise en perspective et soit d'aller vérifier que on est satisfait de l'agencement d'une usine, par exemple, d'une future usine, soit d'utiliser la technique comme un système de médiation entre le constructeur, le concepteur et les riverains. Donc c'est fait dans plusieurs cas et c'est aujourd'hui relativement simple. On peut faire de la projection et du matching dynamique, c'est-à-dire très pratiquement vérifier des plans d'installation. Alors soit, comme vous le voyez ici, faire une projection de la future implantation et aider les personnes qui implantent à suivre les futurs plans, enfin les plans, pardon, soit, une fois que c'est fait, vérifier que l'implantation ici d'un tableau électrique a été faite comme il était prévu sur le plan. De la même manière, on peut utiliser ces technologies, vous allez le voir assez simplement, en
contrôle. Donc là, on est un peu sur le même principe qu'avant, sauf que on se balade dans l'usine et on a les données du système d'information, qu'on a d'autres manières, hein, quand il y a des capteurs un peu partout, sauf que là, les personnes qui se promènent, entre guillemets, dans l'usine, ont accès à ces données contextualisées. Donc elles voient très pratiquement que sur cette colonne-là, la température c'est de tel degré et la pression c'est de tel degré, avec une idée de maintenance ou d'optimisation. On voit pas mal se développer aussi des systèmes d'assistance aux opérateurs sur le terrain. Alors assistance à la maintenance en particulier, c'est-à-dire très pratiquement, l'idée c'est de remplacer les manuels d'utilisation, hein. On va le dire assez simplement. Vous voyez deux exemples ici avec un gazomètre et puis un système de climatisation. L'idée est, quand le technicien de maintenance arrive sur site, plutôt que de sortir ses manuels d'utilisation, d'essayer de se rappeler quel est le modèle ou d'appeler son support pour savoir comment ça se démonte, il est un système à partir de tablettes de lunettes pour l'aider dans une opération de maintenance relativement simple. Alors, on peut aller un peu plus loin, ça c'est un tout petit peu le même système qui a été expérimenté chez GRDF. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez une caméra sur les lunettes et que vous pouvez envoyer des informations à un PC, vous pouvez faire ce qu'on appelle de la projection d'expertise et avoir quelqu'un qui, en direct, va vous aider dans l'accomplissement d'une tâche. Vous avez ici un dernier exemple qui est du contrôle non destructif. Alors je vous le mets parce que c'est fait chez Airbus par Testia et c'est une des rares, comment dire, un des rares emplois de la réalité augmentée qui est en production. Donc ça existe vraiment, ça a été déployé sur je ne sais pas combien de centaines de personnes pour tester sur les carlingues d'avion le bon placement des pièces. Alors vous verrez sur le site augmentedreality.fr, on a une interview de la personne qui gère ce projet chez Airbus et qui vous explique le gain que ça a apporté dans le processus de contrôle. C'est assez impressionnant. Donc voilà, on a fait très rapidement le tour de quelques exemples de réalité augmentée. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'on peut y passer une bonne journée, je pense. Je veux simplement insister sur deux choses. En général, ce qu'on voit, c'est qu'une expérience de réalité augmentée réussie, elle tourne autour de 4 points que vous voyez ici. Alors, c'est plutôt vrai pour les expériences liées au marketing, mais c'est aussi vrai pour les expériences plus industrielles, même si dans ce cas-là, le côté ludique et social n'a pas tout à fait la même signification. Mais en tout cas, on se rend compte très rapidement qu'une expérience de réalité augmentée réussie, elle allie une vraie simplicité pour l'utilisateur, c'est-à-dire il doit savoir comment ça fonctionne et à quoi ça va lui servir, à de l'interactivité. Il faut qu'il y ait une interaction entre l'utilisateur et le contenu. Et puis, dans les cas un peu plus marketing, le côté ludique de l'opération est souvent utilisé justement pour franchir la barrière de, par exemple, très pratiquement, l'installation d'une application. Et puis le côté social, c'est la façon, mais ça vous le connaissez dans pas mal de domaines, c'est aussi une façon de partager son expérience avec d'autres, et là on peut faire le parallèle avec l'industrie et avec les utilisations professionnelles. Le meilleur ambassadeur d'une solution de réalité augmentée ou d'une autre solution, c'est jamais le chef de projet, c'est toujours l'utilisateur. Donc si vous arrivez dans un projet à faire de vos utilisateurs des ambassadeurs, forcément vous avez de grandes chances de réussite. Et puis, de façon aussi très rapide, vous l'avez vu, une expérience de réalité augmentée, c'est souvent trois briques qui sont complémentaires. Une brique relativement simple qui est un moteur de réalité augmentée. Alors c'est tout le système qui va faire justement le lien entre le physique, le réel et le virtuel, le numérique. Il y en a sur étagère. Aujourd'hui, on peut en acheter des tout faits, on va le dire comme ça, à partir de SDK. Il y a des moteurs, il y a plusieurs moteurs adaptés à des situations particulières. Même si rien n'est vraiment standardisé aujourd'hui, trouver un moteur n'est pas si difficile que ça, bien que il y a quelques subtilités dans le choix des moteurs.
Au-delà du moteur, forcément, il y a une application, quel que soit l'usage que vous comptez en faire. Il va falloir enrober le moteur dans une application qui va reprendre les éléments dont on a parlé avant, c'est-à-dire faire que l'application soit simple à utiliser, qu'on voie où on va, etc., avec de l'ergonomie, etc. Donc ça, c'est un vrai travail. Et puis, il y a un gros travail aussi sur le contenu, puisque de la réalité augmentée, c'est du contenu augmenté. Et donc, il faut que ce contenu existe. Dans la plupart des opérations, des expériences de réalité augmentée que j'ai pu suivre, c'est vraiment cette brique-là qui va utiliser entre 50 et 70% du budget, parce que soit le contenu n'existe pas, il va falloir le créer, soit il existe, mais il va falloir le récupérer ou l'adapter, et c'est souvent aussi compliqué que le créer. Donc voilà, de façon très brève, ce que je voulais vous dire en une trentaine de minutes.